Pauline Pucciano présente Les Artocrates. Tome 2. La part du feu. J'annonce que rien n'est éternellement calme, tout peut périr et donner la mort. Eh bien, cela même est un motif de nous rassurer, motif le plus puissant de tous, car enfin, où le mal est sans remède, la crainte est une folie. La raison guérit les sages de la peur, les autres doivent au désespoir leur profonde insouciance. Sénèque, Questions naturelles, livre 6. Certes, nous aurions pu les convaincre et les conquérir, car l'angoisse de l'ouragan est émouvante. Oui, l'ouragan allait bientôt venir, mais cela valait-il la peine que l'on en parlât et qu'on dérangeât l'avenir? Là où nous sommes, il n'y a pas de crainte urgente. René Char, Les inventeurs, dans Les matinaux. Chapitre 1. La mort, la danseuse et les savants. La barque funéraire royale était d'une sombre splendeur. Elle ne pouvait accueillir aucun automnier. Son fond était celui du sarcophage dont le couvercle noir, étincelant, sculpté à l'effigie de Ridolfo, avait été refermé. Seules les armoiries des Albarreño, parties de gueules et d'or aux lions ailés de sable, tranchaient, luxueuses et sanglantes, sur le noir de l'ébène. À la proue, une figure féminine, au visage voilé, repliait ses ailes immenses autour de la tête du mort. Des haleurs, tous recouverts d'un long voile noir, faisaient avancer la barque très lentement, au rythme du chant terrible qui accompagnait sa progression. En ce début de crépuscule, tous les Marsiliens se tenaient au bord du canale funerale, noirs et immobiles comme une légion de fantômes. Le chant émanait de leurs lèvres fermées et se modulait en si mineur sur les 5 notes de la gamme marsilienne. Tous les habitants en fredonnaient la mélodie sinistre, tandis que des artocrates, disposés tous les 100 pas, chantaient un contre-chant poignant au passage de la barque. Adrienne avait tenu à participer au rituel, et lorsque vint son tour, son chant pur fit monter les larmes aux yeux de nombreux sujets. Ridolfo, qui avait vécu ces dernières années dans l'abjection et l'oubli, mourait en pleine gloire. L'émotion créée par le rituel collectif était si puissante que chacun croyait ressentir sa perte de façon personnelle. Le roi, dont les plus âgés se rappelaient les éblouissantes prestations théâtrales, les frasques amoureuses et les fêtes baroques, allait maintenant rejoindre l'abysse, et cette flottaison funèbre, son dernier spectacle, refermait la boucle de son existence. Le roi reclus était enfin rendu à son public. Comme si l'île entière de Marsilia se mettait en berne, la nuit s'approchait lentement et le Zoccolo exhalait des fumerolles noires qui se répandaient dans le ciel empourpré. Arrivé au bas de la Grotta dei Morti, la barque funéraire pénétra dans l'écluse. Ce qui restait de la famille Albarreño, Rigarda, Gemma, Fabio et Nicolina, l'attendaient en haut pour les derniers adieux, tandis que le niveau de l'eau, très lentement, montait, pour mettre le sarcophage au niveau de l'entrée de la grotte. Les membres de la famille royale jetèrent sur l'ébène des brassées de fleurs. Ce fut au moment suprême où la barque s'engouffra vers les profondeurs obscures que la voix stridente de Sofia Calvenzano se fit entendre au pied de l'écluse. « C'est Lorenza qui a tué notre roi! Maudite soit-elle !» Ce cri solitaire et désespéré n'eut aucun écho et n'arrêta ni la cérémonie, ni le soleil qui descendait vers l'horizon, ni le mouvement inexorable de l'eau qui, suivant une pente naturelle, emportait maintenant la barque, sans plus aucun haleur, vers l'intérieur caverneux de la grotte. On se recueillit dans un silence profond,
jusqu'à entendre les échos formidables du sarcophage plongeant, d'une grande hauteur, dans les eaux abyssales qui mugissaient en contrebas. Ce bruit parut être celui du soleil s'écroulant dans les flots. La cantilène funèbre reprit alors, et la famille Albarreño, suivie par un cortège choisi, gravit à la lueur des torches le sentier escarpé qui longeait les parois d'obsidienne. Seul Rigarda, malgré le bras offert de Fabio, refusa de grimper jusqu'au sommet du rocher où un dais recouvrait l'effigie de Ridolfo. Les meilleurs aristocrates venaient de sculpter, sans relâche, de nuit comme de jour, et sur un échafaudage dangereux, une représentation digne de leur roi. Lorsque Gemma, de sa belle main blanche aux bagues noires, tira sur le dais, apparut le gigantesque profil du roi comédien, éternellement figé dans un demi-sourire énigmatique, une larme perlant au coin des yeux. La grande figure noire brillante, sur laquelle luisaient les reflets du feu, était visible depuis le bas du rocher, et toute la foule put admirer ce portrait stylisé, et pourtant ressemblant, que les ombres mouvantes semblaient animer. On vanta le mérite extraordinaire du sculpteur Cagliara, on se recueillit devant cette transformation dernière de l'homme en œuvre d'art. Puis on éteignit, une à une, toutes les torches. Un jeûne collectif et une extinction des feux avaient été décrétés par le palazzo, et la ville, ce soir-là, y compris dans le quartier dell'Arte, se noya dans l'ombre et le silence, comme si les vivants devaient temporairement, et tous indistinctement, ployer l'échine devant la mort qui venait de soumettre leur roi. Lazzaro Calbi, dans l'obscurité de son appartement privé du palazzo, se consolait du jeûne collectif par un petit festin individuel. Il avait bien essayé de s'opposer à cette idée saugrenue de Nicolina, mais Fabio avait soutenu cette proposition de sa femme, avec force grimaces papelardes, et Gemma avait déclaré qu'elle ne pourrait de toute façon rien avaler. Lazzaro se demandait comment ces gens étaient faits, pour se priver du réconfort de manger dans des circonstances aussi perturbantes. Mais, après avoir dit bonne nuit à sa mère à la maison basse, il était revenu au palazzo et s'était enfermé à double tour avec les tourtes, les fruits, les petits pains et les fromages qu'il avait amassés là durant la journée, et qui, même dans le noir, lui prodiguaient maintenant leur amitié odorante et muette. Des coups frappés à sa porte le mirent sur le qui-vive. Il eut presque envie de faire le mort, puis il se rappela qu'il avait promis à Lorenza de veiller sur Gemma, et recouvrit sa table d'une grande nappe avant d'aller ouvrir. Dans la galerie, le clair d'une lune bientôt pleine, qui n'avait pas jugé nécessaire de s'éteindre en signe de deuil, éclaira le visage de Fiammetta, la petite main de Gemma. « Consigliere, dit-elle respectueusement, je ne sais pas vers qui me tourner. La principessa. »« La régente, » la corrigea doucement Lazzaro. « La régente, oui, elle ne va pas très bien. » Lazzaro eut une pensée douloureuse pour la tourte qu'il laissait entamer, une tourte aux goélands et aux champignons particulièrement savoureuse, et s'autorisa dans l'ombre à lever les yeux au ciel. « Je te suis, dit-il simplement. Que lui arrive-t-il ? » « Je pense que c'est l'oubli, consigliere. »« Le jeûne que nous avions décidé incluait cette substance, dit-il d'un ton sévère. »« Je sais, consigliere, mais la régente... » La petite main affolée ne termina pas sa phrase. « Est-elle seule dans ses appartements ? » ?»« Non, elle est avec la poétesse Maddalena. C'est elle qui a insisté pour que j'aille quérir de l'aide. » Lazzaro fut frappé, dès l'entrée dans les appartements luxueux de Gemma, par l'odeur d'abandon et de négligence. Il demanda à Fiammetta d'ouvrir toutes les fenêtres en grand. Fort heureusement, Gemma avait été installée sur sa terrasse. La poétesse Maddalena était auprès d'elle et lui tapotait la main d'un geste affecté et maladroit. Gemma, le visage humide, de larmes, de sueur, de bave, cela n'était pas clair, mais cette effusion anormale luisait au clair de lune, avait sa tenue de deuil largement dégrafée, et sa tête, qu'elle relevait régulièrement, retombait sans cesse, pendante, au bout de son cou de cygne, qui paraissait trop faible pour la soutenir. Une colère sourde montait en Lazzaro. Les Albarreño commençaient à le fatiguer.
Fabio ourdissait ses complots sans relâche. Ridolfo les avait usés pendant 20 ans et finalement acculé à le tuer. Rigarda semblait avoir un pied dans la barque funéraire depuis qu'elle y avait couché son frère. Lorenza n'avait rien trouvé de mieux que d'aller mourir à l'étranger, en emmenant avec elle le seul membre à peu près raisonnable de la famille, Guaspare, qui s'était rué sur l'occasion pour se dérober à ses devoirs. Quant à Gemma, instable et explosive, il était impossible de compter sur elle, et elle exerçait la régence depuis à peine une semaine qu'elle lui donnait déjà du fil à retordre. Elle devait absolument siéger demain matin dans la cour principale du palazzo pour recevoir les condoléances de ses sujets, incarner la continuité du pouvoir et donner ses directives pour les œuvres de mémoire. La mort d'un roi, tout comme son mariage, ne se résumait pas à un événement biologique ou même psychologique. C'était une période politique, administrative, artistique, dont il fallait franchir toutes les étapes. C'était aussi un virage dangereux qu'il fallait négocier avec tout le savoir-faire d'un pilote expérimenté. « Maestra, dit Lazzaro à Maddalena, je vous remercie de votre sollicitude. Êtes-vous avec la régente depuis son retour des funérailles ?»« Oui, dit Maddalena. Ce moment était tellement beau, je suis allée spontanément lui présenter mes condoléances et elle m'a prié de demeurer avec elle. Elle semblait si dévastée et si seule. L'accusation proférée par Sofia Calvenzano l'avait profondément choquée. « Mais vous ne faites pas partie de ses proches ?» demanda Lazzaro. « Nous avons le même âge et nous nous connaissons depuis l'école, mais j'ai été la première surprise qu'elle me demande de rester avec elle. »« Eh bien, maestra, je vais vous libérer de vos obligations pour la soirée, qui a dû être déjà éprouvante pour vous. Je vais prendre soin de la régente, ne vous inquiétez pas. Je vous serais reconnaissant de ne pas colporter de rumeurs sur sa consommation excessive d'oubli ? » ?»« Oui, exactement, maestra. Ce serait là une preuve de loyauté envers la couronne. »« Ne vous inquiétez pas, consigliere, je comprends. Je sais que Gemma a été très affectée par la mort de son père, comme nous l'avons tous été par la perte de notre roi. »« Oui, depuis l'enfance, l'amour de Gemma pour son père a toujours été... volcanique ?» proposa Maddalena. Lazzaro détestait qu'on finisse ses phrases à sa place, et même si le mot convenait parfaitement, il en cherchait un autre. « Intense et excessif, dit-il. » Maddalena hocha la tête. Lazzaro tenta de la jauger, mais la pénombre l'empêchait de bien voir ses traits. Ce rapprochement soudain, ces condoléances spontanées, parce que le moment était si beau, ne lui disaient rien qui vaille. Maddalena pouvait fort bien être sincère, elle pouvait également être une intrigante, cherchant les faveurs de la régente par ambition. Il n'était pas impossible non plus qu'elle fût un agent de Fabio. Il lui faudrait enquêter discrètement sur elle, surtout si cette belle amitié perdurait. Quand elle fut partie, Lazzaro questionna Fiammetta sans pitié, jusqu'à ce que la vérité et les larmes sortent d'elle. Gemma consommait beaucoup d'oubli depuis sa rupture avec Vitelli, et en avait avalé beaucoup trop ce soir. Mais Fiammetta jurait que la principessa, la régente, était malgré tout la plupart du temps en possession de ses moyens. « Cela commence ainsi, » fit remarquer Lazzaro avec hargne. « Vous voyez où cela a mené son père. » Fiammetta redoubla de sanglots. « Je ne peux pas lui désobéir, consigliere. »« Allez chercher la dottoressa, tout de suite, et racontez-lui ce qui s'est passé, pour qu'elle prenne ce qu'il faut avec elle. Et aidez-la dans l'escalier, et portez-lui ses affaires. » Plusieurs personnes étaient en train de descendre bruyamment l'escalier de la crypte. Il était décidément vain d'espérer un peu de tranquillité, même dans la crypte, même dans le noir, même le soir des funérailles de son frère, alors qu'elle grelottait, qu'elle souffrait du jeûne, que tout son vieux corps éreinté demandait grâce. La vie était une garce, elle l'avait toujours su, une garce qui ne respectait rien, ni les grandes douleurs, ni les grands crimes. Elle avait tué son frère, mais cela ne la dispensait pas de subir des attaques mesquines. Non, la grandeur tragique, c'était bon pour le théâtre. Dans la vie, la misérable ronde des tracas quotidiens ne s'arrêtait jamais, et vous faisait tourner en bourrique. Après cette aliénée de Sofia Calvenzano qui s'était mise à hurler pendant la cérémonie,
Fallait-il vraiment supporter encore le désagrément d'une intrusion inattendue? Quand les pas se rapprochèrent, elle eut un réflexe qu'elle jugea par la suite totalement idiot et indigne de son rang, et dont elle se félicita qu'aucun Marsilien n'en eût été témoin. Elle s'allongea sur la table de pierre où son frère gisait encore quelques heures auparavant, et, les mains étendues le long du corps, elle ferma les yeux. Son vieux cœur battait la chamade. Les hommes qui pénétrèrent dans la crypte, et qui n'hésitèrent pas, malgré l'interdiction du palais, à y allumer une torche, parlaient entre eux dans une langue étrangère, avec volubilité. Rigarda ne comprenait pas ce qu'ils disaient, mais leur ton exprimait la perplexité. Quand l'un d'eux osa la toucher, peut-être pour s'assurer qu'elle était bien, selon toutes les apparences, morte, elle ne put retenir un cri de stupeur, et les 3 hommes reculèrent, épouvantés. Rigarda, très dignement, se releva et toisa les 3 benets. « Qui vous a autorisé à descendre ici ?» demanda-t-elle d'un ton impérieux. Les 3 hommes, qui étaient, remarqua-t-elle, lourdement chargés, se regardèrent, et l'un d'entre eux prit la parole pour les autres. « Nous, demandez maître Science Château, répondre-vous, dottoressa ?» Rigarda soupira si fort par le nez que la dentelle de sa robe en fut soulevée. Elle n'était pas parfaitement satisfaite de la façon dont elle maîtrisait les 9 langues qu'elle avait apprises, mais elle ne se fut jamais ridiculisée dans un pays où elle n'eût été capable que de baragouiner ce genre de phrases. Fallait-il être grossier, dépourvu d'éducation et de manières, pour aborder ainsi une vieille femme de sang royal, un jour de funérailles? Et qu'avez-vous de si urgent à dire à la dottoressa de ce château pour venir la déranger en pleine méditation, nuitamment et à un moment aussi cruellement importun? L'un des hommes lui tendit un paquet de papier graisseux sur lequel Rigarda jeta un œil méprisant et dégoûté. « Vous devoir lire chiffre volcan, étude, travail nous, important. »« Je suis en deuil, » articula-t-elle. « Deuil peut-être plus grand après, prendre papier, lire, donner reine. »« Et ces papiers ne pouvaient-ils attendre la lumière du jour? Vous attendez-vous à ce que je les lise dans l'obscurité? » Nous partir aube, nous pas rester Marsilia, prendre mer. Prendre mer, répéta-t-elle, avec une ironie à peine dissimulée. Vous m'envoyez vraiment navré, messieurs. Je goûtais fort le plaisir de votre conversation. Hélas, je suis, comme vous le savez, en grand deuil, et je vous prierai d'aller plier bagage où bon vous semblera. Les 3 hommes lui tendaient toujours le paquet de papier, et Rigarda finit par s'en saisir, avec une répugnance presque théâtrale. Ils s'inclinèrent très bas, comme des polichinelles, songea la dottoressa, et lui lancèrent encore en partant « Dangez-vous, Marsilia, lire papier !»« Oui, oui, bon vent !» Cette scène grotesque avait changé la mélancolie de la vieille femme en bile, et cette nouvelle humeur était moins douloureuse. En fait, elle se sentait beaucoup mieux. Elle s'approcha du rayon de lune qui tombait au bas de l'escalier, et vit des pages et des pages noircies, raturées, avec des symboles mathématiques mal formés, des lignes de chiffres à peine droites, de hideux schémas. L'ensemble formait un fouillis inextricable, en tout cas dans cette ombre, et dégageait une odeur nauséabonde de sueur, de cuir et de terre. Il y avait une 15aine de feuillets glissés dans une peau d'animal non identifié, très mal tannée, et sur laquelle, par quelle aberration, on avait laissé une fourrure d'un blanc sale. « Dottoressa ?» Cette fois-ci, c'en était trop. L'œil de Rigarda flamboya dans l'obscurité. Une jeune fille était là, l'air affolé, et, la mère pardonne cette expression, godiche en diable. « Qu'y a-t-il encore ?» demanda la vieille femme, d'un ton si sec que Fiametta commença par se répandre en excuses. « Veuillez me pardonner, dottoressa, de vous déranger à cette heure tardive et dans cette veillée de deuil. J'en suis terriblement navrée. C'est le consigliere qui m'envoie vous chercher. »« Me chercher ?» fulmina Rigarda. « Ne pouvait-il pas m'épargner ces escaliers en descendant lui-même ?» Pleine de colère, elle jeta le paquet de papier dans l'ombre de la crypte, où il tomba dans un bruit sourd. « Votre nièce, dottoressa, est en pamoison. Elle a consommé trop d'oubli, et le consigliere vous fait dire d'apporter ce qu'il faut pour la remettre sur pied. »« En
Pamoison! Oh, pamoison! Mais qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre? On est tombé bien bas pour confier la régence à des filles en pamoison, vous ne trouvez pas? La famille Albarreño n'a jamais été ma tasse de thé, mais là franchement, vous avouerez qu'il dépasse les bornes. Tel père, telle fille, l'oubli les consumera tous, les uns après les autres. Fiammetta n'osait dire un mot ou bouger un doigt. La vieille femme, dans un tourbillon de dentelle noire, s'activait et fourrageait dans le noir comme un animal nocturne. Sa voix baissait en intensité lorsqu'elle s'enfonçait dans la crypte, puis se renforçait quand elle se rapprochait de l'entrée. « Où est passé ce cataplasme? Je ne l'ai jamais essayé, ce sera l'occasion. J'ai lu qu'il réveillait les morts. Et j'espère que cette idiote de Gemma gardera dans le nez l'odeur de la moutarde poivrée pendant 1000 ans. Cette petite sotte qui ne sait même pas à quel point la cité a besoin d'elle. Je commence à me demander si je n'aurais pas mieux fait de l'exercer moi-même, cette régence. » Au bout de quelques minutes, la vieille femme qui s'était allongée sur la table des morts, grelottante, affamée, rongée de culpabilité et percluse de douleur, avait disparu. La mauvaise humeur avait coulé dans ses veines comme un médicament, le feu de sa colère l'avait réchauffée, et elle se sentait, à vrai dire, la tête remarquablement claire et débordante d'énergie. Lorsque surgit à son esprit la vision du sarcophage englouti de Ridolfo, descendant lentement, frileusement, dans le gouffre bleu-vert saturé de silence, elle eut un bref frisson et commença son ascension sans se plaindre. Le lendemain matin, nul n'eût pu deviner, sous les traits à peine tirés de Gemma, les affres de sa nuit. Tous les Marsiliens venus présenter leurs condoléances vantèrent la dignité de la régente, à laquelle la douleur avait imprimé une solennité nouvelle. Les jolies lèvres de Gemma, peintes en noir pour l'occasion, étaient bien fermées sur sa bouche pâteuse au reflux acide. Son regard, résolument fixé au-delà de ses interlocuteurs, s'accrochait à la ligne fixe du plafond pour maîtriser le roulis intérieur qui faisait tanguer le monde autour d'elle. Lazzaro, du fond de son exaspération, devait lui reconnaître une certaine tenue. Ni Fabio ni Nicolina ne se doutèrent de rien, et si elle était un peu silencieuse, les circonstances suffisaient amplement à l'expliquer. La dottoressa, en vertu de son âge, avait été excusée, et Lazzaro se tenait debout, discrètement adossé à une colonne, derrière les 3 sièges princiers. Gemma au centre, Fabio et Nicolina autour d'elle et légèrement en retrait, accueillaient les condoléants. Des paroles brèves, sèches, étaient parfois échangées entre le frère et la sœur, entre leurs dents serrées. Chaque Marsilien pouvait, s'il le souhaitait, contribuer à la mémoire de Ridolfo, en venant raconter une anecdote qui était consignée par une petite main. Au fur et à mesure que les heures passaient, les pages noircies s'accumulaient. La petite main qui travaillait depuis l'aube fut relayée par une autre et salua la régente avec respect tout en massant ses doigts endoloris. Mais nul ne venait relayer les Albarreño, qui devaient avaler jusqu'à la dernière bouchée toutes ces histoires écœurantes, maladroites, futiles, probablement fausses. C'était un jour de printemps, et son Altezza Ridolfo ne devait pas être âgé de plus de 8 ans. Je faisais partie de la foule qui attendait le passage de la famille Albarreño sur la route du Zoccolo où feu la reine aimait à se rendre. Ridolfo! Les anecdotes étaient si longues, et la file d'attente si nombreuse, que Gemma laissait le plus souvent son esprit divaguer. Et c'est alors que Ridolfo, qui en plus d'être un immense comédien était plein d'humour, rétorqua « Oui, mais pas ce soir !» Quelles anecdotes raconterait-on lors de ses propres funérailles? Ferait-on la collection de toutes les réparties cinglantes qu'elle avait envoyées à Fabio? Dirait-on qu'elle empestait la moutarde poivrée aux condoléances de son propre père et qu'elle était incapable de garder un amant? Dans quels termes la légende familiale parlerait-elle de son amour déçu pour le grand, le génial Apollonio Vitelli? Quand il est apparu sur scène, si beau, avec sa manière si particulière d'être présent, je jure que toutes les femmes ont manqué d'effaillir. Ce n'était pas une simple représentation, je vous l'assure, c'était un sacrement à chaque fois qu'il montait sur les planches, et chaque spectateur avait le sentiment de communier avec son Dieu. Oui, ce Marsilien avait raison, du fond de son humilité.
C'était bien ce que Gemma avait éprouvé, enfant, quand elle voyait son père sur scène. Son Dieu vivant, son Dieu incarné, qui infusait dans sa chair une présence si puissante, si rayonnante, que nul ne pouvait échapper à son magnétisme. « Gemma !» siffla Fabio entre deux anecdotes. « Pas d'esclandre !» Gemma, sans cesser de sourire, regarda au loin pour tenter de comprendre, et tressaillit légèrement lorsqu'elle vit, parmi les condoléants, la silhouette honnie de Sofia Calvenzano. « Je refuse de l'écouter !» articula Gemma. « N'y songe même pas !» dit Fabio. « Même notre mère serait obligée de l'écouter aujourd'hui. »« Les condoléances sont une tradition sacrée, » renchérit Nicolina de l'autre côté. « Je ne tolérerai pas qu'elle s'attaque à nouveau à maman, je vous préviens. Je la ferai jeter dehors sans le moindre ménagement. »« Moi, je voudrais dire que notre roi était un homme généreux. J'ai été sa petite main pendant 8 mois, lorsque... » Gemma, au mépris de la tradition sacrée, tourna la tête vers Lazzaro alors que la Marsilienne s'adressait à elle. Le consigliere la rappela à l'ordre avec un regard noir, exactement comme lui fait Lorenza. Elle se tourna à nouveau vers la condoléante et inclina la tête en signe d'excuse. La femme, un peu déstabilisée, se reprit et poursuivit. Il fallut entendre encore 5 histoires, toutes plus insipides et dépourvues de sens les unes que les autres, avant de voir s'avancer l'artocrate. Sofia Calvenzano, arrivée au pied de la régente, demeura silencieuse un trop long moment. Son visage exprimait une douleur sincère. Venait-elle accuser ou défendre, témoigner, réclamer ? Elle levait son visage vers les Albarregno, mais regardait plus loin qu'eux, plus haut qu'eux, vers un absent qui les dominait entièrement et les plongeait dans l'ombre. « Ridolfo, mon amour, » dit-elle pour rompre le silence. « Lorsque l'on t'a arraché à moi, j'ai cru devenir folle. On me disait que tu n'étais plus toi-même, que notre amour t'avait détruit, que tu recouvrerais tes forces loin de moi. Je savais, j'ai toujours su que ces discours n'étaient pas ceux de l'amour, mais ceux de la haine. Pas ceux de la vérité, mais ceux de l'opportunisme. Tu as poussé ton art si loin que tu as exposé ton âme, et il a suffi d'un seul faux pas, d'une seule faiblesse, pour que s'engouffrent dans notre vie tous les mauvais vents que ta force tenait à distance. Oui, on t'a arraché à moi, à nous, à toi-même, d'une façon brutale et cruelle. La tempête n'a rien laissé. Pendant 20 ans, j'ai supplié à ta porte. Pendant 20 ans, j'ai essuyé le refus obstiné, mesquin, buté de la reine. Au lieu de recouvrer tes forces, tu les as perdues une à une. Ta beauté et ta force se sont recroquevillées, ta voix sublime s'est tue, ta sensibilité s'est éteinte, et devant leur échec, devant ta ruine douloureuse, plutôt que de tout essayer, plutôt que de renoncer à leur fol orgueil, plutôt que de faire confiance à la puissance divine de l'amour, ils t'ont enfermé à double tour. Quel danger représentais-je, mon amour? De quoi avaient-ils peur, tous ces membres de ta famille qui étaient censés t'aimer et qui ne t'aimaient pas? Gemma amorça un mouvement pour se lever, le cœur battant, des insultes aux lèvres, mais la main potelée de Lazzaro Calbi derrière elle se posa sur son épaule et lui enjoignit de rester tranquille. « Avait-il peur que tu relèves la tête en entendant mon nom? Que la lumière revienne dans tes yeux noyés? Que mes caresses guérissent ton corps? Que tu les punisses enfin pour cet exil intérieur auquel ils t'avaient condamné? Lorsqu'au bout de 20 ans on m'a enfin laissé te revoir, mon amour, cela n'a été que pour te voir mourir. Tu m'as reconnu, tu as relevé la tête, tu as souri, et je jure sur la mer que tu n'étais pas fou, que tu te souvenais, que tu étais encore, par-delà ta terrible réclusion, le roi que nous avons tous tant aimé. Et ce matin, devant ta fille et ton fils, je viens réclamer justice. Justice pour ton peuple privé de son roi, pour le théâtre privé de son plus grand artocrate. Justice pour ta solitude, pour ta folie et pour ta mort. « Sorcière !» murmura Gemma à mi-voix en se levant, blême, les yeux étincelants. « Je ne te laisserai pas une seconde de plus t'approprier la mémoire de mon père et salir la réputation de ma famille. Tu mériterais d'être mise au fer pour tes calomnies. Tu n'as eu de cesse d'intriguer, d'envoûter Ridolfo, de l'arracher à ses devoirs de père, d'époux et de roi. Tu lui as versé l'oubli dans la bouche et dans le cœur. Tu as maudit ma mère hier au moment des derniers adieux à mon père. Mais c'est toi qui es maudite,
car les gens que tu envoûtes, rois et ballerines, ne trouvent dans ton sillage que la folie et la mort. » Tout en parlant, Gemma s'était saisie du grand sceptre qui servait parfois au souverain à imposer le silence. Sofia Calvenzano ne sourcilla pas et se tourna vers Fabio. « Je demande justice, prince Fabio, pour le meurtre de Ridolfo Albarregno. »« Disparais de ma vue !» cria Gemma, en frappant violemment le sol. Les gardes royaux s'approchèrent à ce signal, et Sofia Calvenzano recula de quelques pas. « Prince Fabio, je compte sur votre sagesse !» cria-t-elle encore avant de sortir. Il y eut un silence pétrifié. Gemma, tremblante, se rassit. Fabio et Nicolina reprirent leur pose hiératique, et le consigliere, qui avait sauté au bas de l'estrade pour distribuer des ordres, et notamment pour glisser un mot à l'oreille de la petite main qui faisait office de secrétaire, accompagna lui-même le prochain condoléant vers Gemma. Le jeune homme entreprit de raconter son histoire, sur un ton un peu hésitant et guindé au début, puis de manière de plus en plus fluide, et la cérémonie des condoléances, tradition sacrée à la cour de Marsilia, se déroula sans autre incident. Dans la crypte, une petite main presque aussi âgée que la dottoressa avait ramassé la liasse de papier relié de peau. Rigarda avait coutume de jeter à terre les livres et feuillets qui l'encombraient, ou dont elle n'avait plus besoin, et la petite main en faisait une pile qui grandissait petit à petit, comme une excroissance de la colonne contre laquelle elle s'adossait. Ce document lui parut singulier, et elle hésita à demander à la dottoressa ce qu'il fallait en faire. Mais l'humeur de la vieille femme ce matin la découragea, et elle se contenta de suivre la consigne habituelle. Le document barbare, raturé et puant, fut ainsi oublié parmi un rebut d'élégants feuillets marsiliens, et Rigarda ne lui adressa pas l'ombre d'une pensée pendant les jours qui suivirent.